Voilà, je vous annonce que nous sommes enregistrés. C'est important que vous le sachiez, pour des fins simplement de rediffusion sur nos réseaux. Donc, le webinaire va se dérouler à peu près en 3 parties. Dans un premier temps, on va mieux comprendre comment les librairies Otaku spécifiquement ont pu rebondir et puis qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement, comment ça s'est passé pour eux. Ensuite de ça, on va avoir un échange avec Sébastien, donc directeur commercial, entrepreneuriat commercial chez PME Montréal. Et puis, ce que je vous propose, c'est de garder vos questions pour la dernière période et d'ici là, de garder peut-être vos micros fermés pour la qualité du son et on pourra prendre une période d'échange et de questions à la fin. Donc, je vérifie qu'il n'y a personne dans la salle d'attente, tout est correct. Alors, sans plus tarder, on commence. Avant de rentrer dans le vif du sujet avec Amélie et Jocelyn, je voulais faire un petit point de la situation sur le commerce de détail. Et Sébastien va se joindre à moi pour cette première introduction. C'est important parce que, dépendamment de quel côté on se place, quand on se balade dans les rues commerçantes, on a l'impression que tout le monde va faire faillite et personne ne va réouvrir. Quand on est un commerçant, on sait bien que c'est compliqué, mais exactement qu'est-ce qu'il en est. Donc, au 30 mars, en plein confinement, c'est 77 des entreprises qui étaient complètement fermées, évidemment, en raison de la pandémie. Aujourd'hui, selon la FCEI, c'est 38% des commerces de détail qui sont complètement ouverts. Donc, il y a encore une grande partie des commerçants qui n'ont pas réouvert ou pas réouvert complètement. Donc, ça, c'est un premier point. Au 25 mai, c'est 37% des commerçants qui ont un chiffre d'affaires qui a baissé d'à peu près 70%. Et puis, 70% des commerçants qui ont un chiffre d'affaires qui a baissé d'à peu près 30%. Donc, on sait que c'est un secteur qui a été vraiment frappé de plein fouet avec évidemment des fermetures forcées et peu de marge de manœuvre pour servir ses clients différemment. Et c'est un peu ça qu'on veut explorer, comment s'y prendre et quelles sont les options de pivot. Aujourd'hui, c'est à peu près 40% des commerçants qui sont en retard de paiement sur leurs factures, de fournisseurs notamment. Donc ça, c'est également un constat qui est important à prendre en compte pour le rebond et pour les prochains mois d'activité. Côté consommateur, c'est aussi une grosse partie de l'équation pour les commerçants. Donc 40% des Canadiens, Canadiennes se trouvent encore stressés de quitter leur domicile et de sortir de chez eux donc. Et puis, c'est à peu près 80% qui croient qu'il y aura une deuxième vague et qui sera probablement autant ou plus ou moins ou plus virulente que la première. Donc ça, c'est des croyances et des situations personnelles qui ont un grand impact en fait sur évidemment le comportement des clients et de vos clients en tant que commerçants. Et c'est à prendre en compte pour les prochaines semaines, les prochains mois d'activité. Et un autre point qui joue beaucoup sur les opérations commerciales, c'est que 80% des gens sont convaincus que éviter la deuxième vague est vraiment entre nos mains, à nous en tant qu'individus, citoyens, commerçants, organisations, et pas nécessairement dans les mains des gouvernements. Donc, en tant que commerçant, étant dans le quotidien des gens, je pense que cette pression de jouer le rôle que les gens attendent de vous sur toutes les mesures de sécurité impacte énormément la façon de reconfigurer vos commerces et la façon de prendre les mesures pour les employés, pour les clients. On va le voir plus tard. Alors évidemment, cette situation pose beaucoup de nouveaux défis. L'organisation, différentes organisations de commerçants au niveau canadien, au niveau provincial, explique qu'il y a évidemment beaucoup de pans d'activité qu'il faut en ce moment revoir et corriger et ajuster, et notamment la santé et sécurité des clients, le bien-être des employés, les opérations quotidiennes, les procédures qui sont à revoir et évidemment des gros impacts sur le marketing, sur les communications et sur le suivi financier. Donc, dans ce contexte-là, comment les commerçants s'y prennent, comment les commerçants arrivent à gérer tous ces changements tout en s'occupant des clients qui sont encore là, en s'occupant des nouveaux clients qui les découvrent de par la situation et en gérant les finances qui sont très compliquées. Donc, c'est ça qu'on veut explorer. Le côté moins négatif, c'est que pas tant de commerçants déclarent aujourd'hui avoir l'intention ou être dans une situation de devoir déclarer une faillite. Donc, ça, c'est plutôt
encourageant. Seulement une dizaine de pourcents des commerçants sont dans cette projection-là, disons. Et puis, si on compare à avant la crise, parce qu'évidemment, c'est toujours ça qui est pertinent, le commerce de détail était déjà dans une situation très compliquée avant la crise. Alors, dans ce contexte-là, on va explorer un peu qu'est-ce qui découle directement de la crise et puis qu'est-ce qui est aussi en restructuration dans le secteur du détail dans son ensemble. La presse titrait en janvier commerce de détail, un début d'année difficile, 500 fermetures de magasins. Donc, on ne parle pas uniquement d'une situation pandémique des derniers 3 mois. Peut-être Sébastien, tu aimerais rajouter un petit topo parce que toi, tu es au quotidien avec des dizaines d'entrepreneurs uniquement dans le commerce de détail. Tu as ce pouls vraiment du quotidien des commerçants et tu constates aussi aujourd'hui leur situation. Donc, pour rester dans le topo général, qu'est-ce que tu remarques? Ok, ma connexion n'est peut-être pas très bonne, mais en tout cas, euh, oui, ben, la réouverture, c'est depuis, pour le commerce de détail, c'est depuis le 25 mai. Et j'ai été ben, assez surpris parce qu'en étant sur le terrain et en rencontrant régulièrement les commerçants, j'étais assez surpris de voir que beaucoup n'avaient pas pu réouvrir. Donc, en travaillant avec eux, je me suis rendu compte que ben, n'avaient pas, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de quoi vendre à leur gros magasins, par exemple des magasins centre-ville, qui commencent à pouvoir redémarrer comme ça en 10 jours parce qu'ils ont été quand même prévenus assez tardivement. Euh, des problèmes de gardiennage d'enfants, ceux qui sont malades, ceux qui sont plus disponibles ou ceux qui ont en fait déménagé ou se sont déplacés. Redémarrer des grosses machines, des gros commerces de détail, ben, c'est compliqué. Donc, moi, j'ai des clients qui ont le droit de réouvrir depuis le 25 mai et qui vont rouvrir que lundi qui arrive. Donc, quasiment 3 ou 4 semaines plus tard. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui, en fait, est à prendre en compte. C'est déjà les problèmes de stock, ça va être aussi les problèmes de personnel. Et puis, il y a certains magasins qui pensent qu'ils vont pas avoir d'achalandage et qui sont pas sûrs que réouvrir maintenant, c'est vraiment pertinent. Par exemple, ceux qui sont dans le centre-ville, est-ce que, vu qu'il n'y a pas de touristes, vu qu'il y a peu de travailleurs, est-ce que ça vaut le coup de remonter tout de suite ou est-ce qu'il faut attendre un petit peu? Oui, effectivement, et on les comprend. Et leur commerce et la nature du commerce de détail est basée sur un certain achalandage. Et définitivement, les entreprises étant désertées, certains quartiers de la ville qui sont moins résidentiels sont peut-être beaucoup plus à risque en ce moment s'ils réouvrent finalement. Mais s'ils ne réouvrent pas, il va falloir qu'ils réinventent des façons de servir leurs clients. Alors, c'est un peu ça qu'on va explorer tout de suite. Donc, Amélie et Jocelyn, merci encore d'avoir répondu à l'appel. Évidemment, on vous a choisi aussi parce que vous nous sembliez être un stéréotype parfait du commerce de détail prêt à affronter la situation. À la fois, évidemment, votre résilience et puis tout ce que vous avez mis en place pendant les 3 derniers mois. Et puis aussi même la nature de votre modèle d'affaires, qui est un commerce de détail 2.0, qu'on pourrait dire. Donc, je vais tout de suite lancer la parole peut-être à Amélie pour nous raconter un petit peu l'histoire de l'entreprise en quelques mots. Puis qu'est-ce que vous faites, comment vous le faites? Oui, Coralie, tout d'abord, merci beaucoup d'avoir pensé à nous et de nous avoir invités. Donc, le modèle d'affaires des librairies Otaku, tout simplement, se base sur une entreprise de commerce de détail qui a 10 ans d'existence, donc qui est Otaku Manga Lounge à la base, qui est en fait une librairie spécialisée, ultra spécialisée en bande dessinée et plus particulièrement en bande dessinée japonaise, en manga. Donc, vraiment hyper spécialisée. Puis, donc la vision des librairies Otaku, c'est de devenir le plus gros réseau de distribution de manga en Amérique du Nord. Donc pour ça, on se base effectivement sur les 10 ans d'expérience d'une boutique physique.
mais qui n'est pas juste un lieu de transaction, mais qui est surtout un lieu de vie, en fait, un espace très, très communautaire où les gens peuvent venir échanger sur leurs passions. Donc, il y a en fait de la lecture sur place, une bibliothèque de plus de 10 000 mangas que les gens peuvent venir lire. Il y a des cours de japonais, des cours de dessin, des activités créatives, tout ce qui gravite autour de la culture japonaise. On a agrandi également en 2019 pour pouvoir faire un maximum d'activités. Donc, c'est vraiment un lieu de vie, en fait. Donc, c'est sûr que ça nous permettait, avant le Covid, d'être déjà en très bonne posture parce qu'on prenait en fait le commerce de détail d'un pied un peu différent de ce que d'autres commerces pouvaient faire, en voulant créer un lieu expérientiel plus qu'un lieu de transaction. Donc, en attirant vraiment une communauté de passionnés. Parfait, merci. C'est effectivement inspirant et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de commerces essayent justement d'amener une vie en boutique, d'amener plus qu'une transaction qui pourrait très bien se faire sur Amazon ou chez d'autres gros joueurs. Donc, comment se différencier aujourd'hui en tant que commerce de détail indépendant? Effectivement, le côté très niché, puis le côté expérientiel, communautaire. Sont deux clés qui semblent en tout cas se dessiner dans les commerces qui ont du succès depuis les dernières années. Puis pour vous, Amélie, comment ça s'est passé le choc du 23 mars? Comment ça s'est passé le jour de l'annonce? Le gouvernement vous dit « faut fermer vos portes ». Qu'est-ce qui se passe chez les librairies otaku? Comment ça se trame dans les coulisses? Effectivement, on peut parler de choc. En 24 heures, le 23 mars, si je me souviens bien, on nous a annoncé qu'on avait 24 heures pour fermer finalement. Donc là, ça a été un petit peu l'instinct de survie qui s'est mis en place. On avait une boutique en ligne qui était déjà qui était déjà fonctionnel, mais seulement fonctionnel. Donc, on a mis 10 000 mangas en ligne en très peu de temps. On a fait travailler l'équipe pendant 2 semaines, jour et nuit pour ça. On a essayé de transformer toute cette partie communautaire, cette partie espace de vie en boutique. On a essayé de le transformer en version numérique. Ça s'est fait vraiment en 48 heures. On s'est aperçu également que la livraison allait être un problème, l'accès aux produits allait être un problème. Puisque nous-mêmes, on avait des gros problèmes d'approvisionnement, comme le mentionnait Sébastien tantôt. Gros problème pour avoir de quoi vendre à nos clients. Donc, on a décidé en 48 heures que la livraison serait faite nous-mêmes sur toute l'île avec notre camion. Voilà, tous les jours. Donc, on a un peu mis des situations comme ça en place, comme des réactions un peu de crise, on va dire, mais qui finalement se sont transformées en modèle d'affaires. On va le voir plus tard, je pense. Et puis, évidemment, le gros enjeu de ce moment-là, au moment de la fermeture, début du Covid, ça a été vraiment tout ce qui est RH. Donc, toutes les inquiétudes du staff. Comment est-ce qu'on fait pour le garder après la crise? Comment est-ce qu'on fait pour que le staff ait envie de revenir travailler? Comment est-ce qu'on priorise qui reste, qui part, qui a des aides, qui n'en a pas, qui est plus à risque financièrement? Donc, tout ça, c'était des très gros enjeux quand même en très, très peu de temps. Donc, oui, un choc. Ok. Et si on rentre un peu plus en détail, tu dis qu'il y a eu des réflexes, tu parles d'instinct de survie entrepreneurial, donc il y a eu des réflexes et concrètement, si tu peux nous parler peut-être de 2 ou 3 initiatives un peu plus en profondeur. Tu parlais de faire vous-même la livraison, ça paraît complètement fou, en plus de tout le reste, et puis en plus en période de confinement, vous avez... C'est même étonnant d'avoir pu le mettre en place aussi vite, mais la boutique en ligne également, donc peut-être de rentrer un peu plus en détail des mesures et puis de comment ça a fonctionné dans le temps. Donc ça, c'est jour 1, mais les mois qu'on suivi, comment ça s'est placé tout ça finalement, et est-ce que ça a pu être pérennisé? Est-ce que vous avez livré pendant 3 mois? Oui, alors ce qu'on a fait concrètement, premièrement, on s'est retrouvés entre associés pour reprioriser. Ayant moins de 4 mois, corrige-moi si je me trompe, Jocelyn, auparavant intégré 2 nouveaux associés. On avait un début d'année qui avait été très chargé en stratégie. Donc, il a fallu en 48 heures se retrouver entre associés, puis mettre tout notre premier trimestre à la poubelle
poubelle finalement, puis reprioriser vraiment tout. Parce que dans nos stratégies d'affaires, afin d'atteindre notre but qui est de devenir le plus gros réseau de distribution en Amérique du Nord pour les mangas, notre stratégie prioritaire, en fait, c'était le développement territorial, le développement physique à travers des boutiques partenaires. C'était vraiment notre priorité. Et puis, le numérique était secondaire dans notre modèle d'affaires. Bon, bah là, avec Covid, tout simplement, il a fallu reprioriser toutes les stratégies numériques, les mettre prioritaires par rapport au développement physique. Donc ça a été la première chose. Ensuite, évidemment, au niveau du déploiement numérique, on avait une boutique, comme je disais, qui était existante, mais qui était tout juste fonctionnelle, à peine. Je pense que Jocelyn va pouvoir en parler mieux que moi tantôt. Et donc, on avait à peu près 2000 items sur cette boutique en ligne, et puis très, très peu de commandes. Et voilà, en 10 jours, on est passé de 2000 à 10 000 items. Toute l'équipe a été réquisitionnée pour ça. Et puis, on a revampé au fur et à mesure la boutique, tous les aspects techniques, technologiques ou graphiques de la boutique pour qu'elle devienne au fur et à mesure de plus en plus attrayante. Il a fallu refaire des entrevues clients à distance pour revoir nos customer journey parce que effectivement, comme je dis, notre site internet était uniquement fonctionnel et non pas très attirant pour les clients. Donc, on a refait les customer journey un peu en speed. Il a fallu aussi créer un extranet client en 2 mois qui est encore en cours pas de développement mais d'amélioration. Concernant les activités, notre modèle d'affaires se basait aussi beaucoup sur, comme je disais, toutes les activités qui gravitent autour de la culture japonaise. Donc, on a dû créer tout un module numérique d'activités pour transformer des cours présentiels en cours virtuels. Puis ça s'est fait grosso modo en 2 semaines. Donc, grosse job également de ce côté-là. Et puis, on a eu de la chance, nos clients ont embarqué, puis les travailleurs autonomes, les professeurs avec qui on travaille ont embarqué également, ce qui n'est pas forcément donné à tout le monde. Donc, on a eu beaucoup de chance de ce côté-là. On a mis aussi en place tout un système de loisirs gratuits ou à très très faible prix pour les familles, les gens. On savait que les parents étaient coincés à la maison avec les enfants, donc on voulait essayer de divertir au maximum, faire penser à autre chose que la crise aux gens. Deuxième chose, au-delà de l'offre, il y a aussi évidemment les dépenses. Donc, gérer les coûts fixes, c'est ça qui nous a paru le plus urgent en période de crise. Donc, on avait une entreprise qui venait de s'agrandir. Comme je disais, on avait fait des travaux en 2019 d'agrandissement pour les cours, pour les activités. Donc, en fait, on a repensé tout l'espace pour devenir un entrepôt de livraison, essayer de maximiser au maximum la rentabilité de notre espace. On a également modifié une partie de notre modèle d'affaires. Je disais, une grosse partie, c'est la lecture sur place. Les gens viennent pour lire, avoir accès à une bibliothèque de plus de 10 000 mangas, puis cette bibliothèque devenait inaccessible. Donc, on l'a repensée pour la mettre en location, que les gens puissent l'emporter à la maison, tout simplement. Puis, également, au niveau des coûts de staff, donc essayer de prioriser le staff qui n'avait aucune aide. On avait une personne dans l'équipe qui était encore en immigration temporaire, donc qui avait accès à aucune aide gouvernementale. Donc, on a fait en sorte que cette personne puisse avoir le maximum de tâches à faire à domicile pour essayer de protéger un maximum de personnes. Donc, on a mis un maximum de staff à contribution sur tout ce qui pouvait être fait de manière à distance, en fait, en télétravail. Comment ça a été accueilli par nos clients? En fait, ça a été très, très bien accueilli. On a reçu des encouragements et des mots d'amour par dizaines. C'était vraiment très encourageant. On a fait beaucoup de ventes par téléphone également. Donc, le fait d'être une entreprise extrêmement nichée, ça fait qu'on vient nous voir beaucoup pour notre expertise du produit. Donc, là, le conseil s'est fait beaucoup par téléphone, par Facebook, par Messenger, tout ce qu'on veut. Également, essayer de faire des conseils à distance sur la boutique en ligne. Donc, ça nous a demandé beaucoup d'adaptation dans la façon de servir nos clients, de servir un client qui est en face de soi. C'est très, très différent de l'avoir à distance. Donc, il a fallu vraiment réadapter un petit peu nos processus. Savoir gérer les attentes des clients, gérer un petit peu l'impatience, etc. Voilà à peu près. Donc, un gros 3 mois qui semble avoir été assez intense, mais on s'en doute effectivement
C'est revoir le modèle, revoir les priorités, revoir les process, revoir même la configuration physique pendant la fermeture. Et j'imagine on va y venir après pour la réouverture. Est-ce qu'il y a eu d'autres contraintes? Sébastien en parlait tout à l'heure et tu l'as rapidement abordé sur la chaîne d'approvisionnement. Est-ce que pendant le pic disons, de la fermeture où vous étiez bloqué, mais au final, beaucoup d'entreprises autour de vous et des fournisseurs notamment étaient bloqués et bloquants probablement. Est-ce que vous avez réussi à continuer de servir vos clients ou il y a des clients à qui vous avez dû, en plus de tout ça, dire non, malheureusement, on n'a pas de quoi livrer la marchandise? Oui, c'est sûr, de gros problèmes d'approvisionnement, que ce soit au niveau des entrepôts qui fonctionnent pas ou qui fonctionnent au ralenti, d'un manque de transparence et de communication de nos fournisseurs. Ça a été très problématique. Puis ensuite, les transporteurs qui fonctionnent également au ralenti, donc les colis qui se perdent, les suivis à n'en plus finir. Donc oui, effectivement, on se rendait compte qu'on était capable, avec les 4 associés, de réagir très vite, de reprioriser, de revoir nos stratégies, de réagir physiquement à ce qu'il fallait faire. Et puis, une fois qu'on avait réagi à tout ça, on se rendait compte que finalement, on n'était plus capable d'avoir de la marchandise à vendre. Et puis d'ailleurs, c'est toujours le cas. C'est toujours assez compliqué au niveau de l'approvisionnement sur certains fournisseurs. Donc, c'était un petit peu décourageant, mais on a tenu bon. Oui, j'imagine. Pour avoir participé à plusieurs échanges avec différents réseaux d'entrepreneurs et de l'écosystème montréalais, on a pu remarquer vraiment le désarroi, la frustration, le sentiment de solitude et de découragement de beaucoup d'entrepreneurs. Vous avez la chance d'être plusieurs associés et ça a sûrement joué aussi pour vous de pouvoir... Oui, ça aide à se tenir les coudes. Jocelyn, peut-être que tu peux maintenant nous éclairer sur, là j'entends beaucoup de réactions et puis évidemment toutes les entreprises ont été en mode réactif à ce qui se passait. Est-ce que certaines de ces mesures ou certains de ces virages numériques sont devenus un plan de match, sont devenus périns ou vraiment ça a été un 3 mois puis après on reprend le cours des affaires au plan d'avant le Covid, disons? Disons que je pense que déjà, dans un premier temps, il faut voir qu'est-ce qui a changé. Donc, on avait un plan de match qu'il a fallu défaire. Et avant de revoir si on le garde ou si on le refait, il a fallu effectivement le faire évoluer et peut-être au quotidien, voire même à la journée et plusieurs fois par jour. Donc, un peu pour refaire le point ou pour rajouter à ce que disait Amélie tantôt, effectivement, il a fallu s'adapter très vite et il a fallu voir, comme on essaye de le voir en permanence quand on est, je dirais, dans un mode normal de fonctionnement, de voir la technologie comme une solution et non comme une contrainte. Donc, c'est vraiment de voir comment est-ce que la technologie peut nous amener plus loin et peut supporter un modèle d'affaires, peut supporter des objectifs d'affaires, peut supporter des communications, peut supporter une réorientation. Et en fait, je pense que c'est ça aussi ce qui nous a un petit peu guidé tout au long de cette crise et qui va continuer à nous guider, c'est de voir qu'est-ce qui peut être dans notre boîte à outils aujourd'hui utilisable pour répondre à des besoins et éventuellement en faire des outils qui deviennent des outils qui sont des outils de permanence ou qui deviennent des outils sur lesquels on peut travailler sur le long terme. Et là, c'est sûr que ça nous a amené, on disait qu'on était beaucoup plus dans l'expérientiel, dans le présentiel et dans un modèle d'expansion physique. Et c'est effectivement le modèle d'affaires de Librairie Otaku. Et évidemment, il a fallu mettre une pause pendant une certaine période sur ce modèle-là et de voir comment est-ce que la technologie pouvait reprendre un petit peu le relais. Et de voir aussi les différents pans de la technologie. Parce qu'on parle du numérique, mais la technologie, ce n'est pas uniquement le numérique, c'est aussi toute l'automatisation des systèmes, c'est aussi tout le support de la croissance au niveau justement des gestions, des inventaires, des différents systèmes de comptabilité et des systèmes aussi de connaissances clients qui viennent supporter aussi une croissance et une amélioration de l'expérience en permanence. Et de voir un petit peu justement comment est-ce qu'on a pu rajouter des canaux et utiliser ces canaux dans un mode de fonctionnement qu'on avait peut-être prévu un peu plus tard. Très honnêtement, on s'était dit au début de l'année que c'était quelque chose qui devait probablement arriver à l'automne, voire à l'hiver 2020. Non, c'est arrivé au printemps. Donc là, effectivement, il a fallu le revoir, mais il a fallu aussi justement peut-être l'expérimenter d'une autre manière, c'est-à-dire aussi de se mettre dans un mode où on est en mesure d'évoluer d'une manière
permanente et de s'améliorer d'une manière permanente plutôt que d'attendre une certaine perfection avant de commencer à travailler. Donc, c'est sûr que ça nous amène aussi des questionnements, ça nous amène des doutes, mais ça nous amène aussi une réflexion et des prises de décision, je dirais, en permanence du côté numérique, de se dire on y va, même si on sait que ce n'est pas parfait. Il faut qu'on fasse les choix de dire qu'est-ce qui nous fait avancer, qu'est-ce qui fait avancer nos clients, qu'est-ce qui nous permet de supporter notre vision, notre support à notre expérience. Et on verra ensuite, quand on va avancer, quelles seront les prochaines étapes, tout en se donnant un plan à long terme que l'on se permet de pouvoir faire évoluer. Et là, aujourd'hui, je pense qu'on est dans une situation où ces différents plans et ces différents systèmes qu'on a mis en place, on peut les commencer à avoir un peu de recul et se dire qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on jette, qu'est-ce qu'on n'aurait jamais fait, qu'est-ce qui est intéressant, quels sont les éléments qu'on s'est permis de regarder et qui deviennent finalement des éléments qu'on doit mettre dans un plan plus long terme, versus ceux qui sont peut-être juste un soutien momentané, qui nous ont permis d'apprendre et d'évoluer, de grandir, mais qui ne sont pas forcément des choses que l'on va garder pour l'avenir. Et puis, comme le disait Amélie, il y a tout le côté de l'expérientiel ou de l'activité, où il a fallu très, très vite se rebasculer vers des cours en ligne, alors qu'on avait, je pense même, on aurait juré que par des cours en présentiel avec un prof, des élèves dans la même salle, avec cette notion de communication, que ce soit pour le dessin ou pour le japonais. Et au final, on n'a pas eu le choix que de transiger vers le en ligne. Et les clients ont très bien répondu parce qu'eux-mêmes voulaient avoir justement la continuité de leurs activités, parce que je pense que ça fait partie aussi de la réassurance sociale que les commerces qui fournissent des activités continuent de les fournir, même s'il y a des situations qui ne sont incontrôlables. Au moins, il y a des choses qui restent et auxquelles on peut s'accrocher. Donc, c'était aussi notre rôle. Et les clients ayant bien répondu, nous, ça nous a aussi motivés pour toujours faire mieux et toujours s'assurer de fournir ce service-là. Donc, c'est là aussi où la technologie vient supporter le modèle d'affaires, vient faire évoluer le modèle d'affaires, et tout ça, ça ne peut se faire qu'en communication. Puis on parlait aussi de la communication avec les associés. Pandémie ou pas pandémie, à distance ou pas à distance, il a fallu qu'on communique énormément entre nous parce que rien n'était gagné d'avance et rien n'était décidé d'avance et personne n'avait la bonne réponse. Je pense que ça aussi, ça a été important entre nous de toujours soit de se challenger, soit aussi de dire qu'est-ce qu'on fait, et on prend ces décisions et on avance tous ensemble, tout en sachant qu'on a des buts qui sont un peu plus loin et généraux, mais on avance dans la bonne direction et des fois on prend un peu des chemins détournés. Donc c'était un peu ça aussi notre réalité, je pense, de la pandémie et de l'utilisation de la technologie durant ce contexte-là. Tu as touché à un point intéressant pour en discuter régulièrement avec Sébastien, par exemple, qui est aussi très impliqué dans le commerce des détails. On se challenge entre accompagnateurs d'entrepreneurs dans le commerce de détail et puis en tant qu'entrepreneurs nous-mêmes à dire c'est quoi le rôle finalement aujourd'hui en 2020 des commerces de détail sur une scène de plus en plus internationale avec des gros joueurs qui structurent des marchés numériques pour ne pas les nommer, mais au final le commerce de détail a quand même un rôle social et je pense qu'en temps de pandémie, beaucoup de gens s'en sont d'autant plus rendus compte du vide que ça laissait une rue fermée, plus de liens sociaux, plus de moments en commun, plus de lieux où faire et où vivre quelque chose dans la journée. Et selon vous, Amélie et Jocelyn, avec la situation qu'on vit, avec la réouverture qu'on a vue un petit peu plus haut, qui est encore très, très fragmentée, très fractionnelle. La grande majorité des commerçants, seulement 38% de mémoire mentionnent être complètement ouverts. Donc, on est encore très loin d'un retour à l'ancienne normalité. Est-ce que les commerces de détail post-Covid, comment vont-ils continuer à jouer ce rôle social à moitié fermé, avec des heures réduites, à distance? Est-ce que vous pensez que vous avez réussi, malgré la distance qui s'est créée avec vos clients, en distance physique, à garder ce rôle quand même très structurant de nos vies? Ça rythme nos vies d'aller chercher à manger dans un commerce local, d'aller à l'épicerie régulièrement, de passer chez le coiffeur. Ça rythme le quotidien, la semaine, le mois. Est-ce que vous avez le sentiment que vous avez continué de rythmer la vie de vos clients comme ça et de l'impacter positivement, même pendant la fermeture? Je pense que oui, et puis justement, c'est ça où l'utilisation de la technologie dans ce contexte-là a été important, et je pense qu'on l'a fait pas forcément dans ce but-là ou pas forcément avec cette conscience-là. Amélie était donc présente tous les jours à heure précise pour faire des lives sur Facebook, et honnêtement, on l'a fait
parce qu'il fallait qu'on fasse quelque chose, mais le but ou l'impact de ces Facebook Live ou de ces rendez-vous quotidiens, je pense que c'est à partir d'un certain moment qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, ça venait soutenir cette idée que il y a quelque chose qui se passe dans la vie de nos clients qui ne pouvaient plus faire, donc de venir au lounge, qui a été remplacé par quelque chose, et de le faire d'une manière systématique, le faire d'une manière vraiment, je dirais, envers et contre tous. Je pense que ça a rassuré aussi, puis ça a amené donc ce lien social-là, ça a ramené ce côté du commerce de détail qui, je vais le dire comme ça, mais c'est aussi la prétention, je pense, des commerces de proximité, de dire si ça va bien, puis si eux, ils continuent d'opérer, puis si eux, ils continuent de nous parler, peut-être que ça ne va pas si mal que ça. Et encore là, en toute modestie de tout ce que ça peut avoir, mais si tous les commerces de détail continuent d'opérer, continuent de montrer qu'ils répondent à leurs clients en ligne, au travers de leurs médias sociaux, au travers de leur site internet, répondre au téléphone, effectivement, ça continue d'avoir une certaine stabilité. Et je pense que pour certaines personnes qui sont peut-être un peu plus anxiogènes, ou des personnes qui avaient un peu plus de doutes sur comment ça allait évoluer, parce qu'eux-mêmes se trouvaient dans une situation où ils ne pouvaient peut-être plus travailler, où ils étaient justement dans une situation où le normal allait vraiment complètement changer, on a apporté ce côté-là. Et oui, effectivement, il y a toujours une idée que nous, ça nous fait avancer dans notre modèle, puis ça nous fait avancer dans nos objectifs, mais on ne peut pas le faire uniquement sans penser justement à l'impact que l'on peut avoir sur la société, sur nos clients et sur notre communauté. Et comme on le précisait, on est un commerce qui est extrêmement niche, qui nous amène peut-être une communauté qui est un peu plus homogène, dans le sens où on a des gens qui sont vraiment regroupés autour d'une certaine passion. Alors, ce n'est pas forcément le cas de tous les commerces de détail. Hein. C'est sûr que même si on vend du vélo, il y a toujours la passion du vélo, mais il y a peut-être aussi beaucoup de types de clients différents. Alors, bon, en tout cas, il y a toutes différentes topologies des commerces de détail. Mais effectivement, nous, on a un groupe quand même qui est peut-être un peu soudé et qui est très représentatif. Et là, ça nous a permis effectivement de continuer de communiquer avec ce groupe-là. Et je pense très honnêtement qu'on va continuer, peu importe la forme que ça va avoir, mais on va continuer ce lien-là parce qu'on est allé aussi chercher des gens qui ne pouvaient pas venir tous les jours, des gens qui ne sont pas forcément des gens qui sont proches physiquement de notre lieu d'opération et qui ont trouvé aussi une communauté, qui ont trouvé des gens qui pouvaient échanger et ils ne vont pas vouloir que ça change parce qu'on revient à la normale. Je pense qu'aussi, c'est des éléments qu'il faut tenir en considération dans le modèle et dans notre objectif de croissance et d'amélioration aussi. C'est vraiment inspirant, c'est vraiment intéressant de voir effectivement ce envers et contre tous. On le ressent beaucoup dans vos partages et dans votre expérience, que c'est vraiment le côté résilient là, de l'entrepreneur qui, malgré tout, continue de foncer et d'essayer de trouver des solutions, d'être en mode vraiment solution et impact. Et c'est vraiment intéressant, même si c'est pas évident, évidemment. Puis ça fait lien un petit peu avec aujourd'hui. Tu parlais de certaines mesures qui, malgré tout, allaient continuer de vivre d'une façon ou d'une autre, les Facebook Live ou d'autres. Alors, peut-être pour terminer sur cet échange, quel est l'équilibre aujourd'hui, 3 semaines à peu près, je pense, après la réouverture officielle à Montréal? Je pense que vous avez réouvert vraiment le jour J de la réouverture. Alors, 3 semaines à peu près suite à ça, on en est où? L'équilibre de ce plan de match numérique versus le physique? Est-ce que les cours continuent d'être à distance? Est-ce que les ventes se font en boutique? Comment vous répartissez vos efforts? Et comment ça s'est passé aussi opérationnellement parlant, la réouverture? Ça a dû être un autre chamboulement. Ouais, je vais peut-être parler justement du côté numérique, puis je vais laisser Amélie conclure du côté justement expérientiel et tout ce qui est plus au niveau de la boutique. Mais ce que je pense, c'est que c'est ça, après 3 semaines après la réouverture, je pense qu'on voit aussi un rebalancement. Là, et je pense qu'on a ouvert le 25 au matin. Si ça avait été le 24 au soir, on aurait ouvert le 24 au soir, on était prêts. Là, nous, c'était un peu vraiment, on attendait ce moment-là avec grande impatience du fait justement de cette proximité qu'on a avec nos clients et par rapport à la boutique, mais on voit qu'il y a un réajustement aussi des habitudes de nos clients. Alors, certains reviennent, certains restent en ligne, certains vont attendre un petit peu. Donc, il va y avoir une période de transition qui va nous amener justement à intégrer tout ça dans notre plan. Puis, je pense que là, aujourd'hui, on regarde ça avec beaucoup d'intérêt et avec beaucoup aussi je dirais, d'analyse et d'analytique pour bien voir comment est-ce qu'on évolue et comment est-ce que ça va se passer pour prendre les bonnes décisions. Je pense que là, en ce moment, on est plus dans un mode où nous aussi, nous avons cette transition-là, où on retourne un petit peu dans notre terrain connu
continue, qui est l'opération en boutique, avec tous les changements qui ont dû avoir lieu, mais ça qui font en sorte qu'on continue d'opérer. Et en parallèle de ça, de voir tout ce qu'on a mis en place, comment est-ce qu'on va le faire évoluer. Alors, il n'y aura pas de transition avant et après, là, il va y avoir une évolution. Et c'est vraiment ça qu'on veut capitaliser nous-mêmes et pour notre client, pour nos clients et l'ensemble de nos clients et aussi de nos fournisseurs et aussi de notre communauté. Donc, tout ce qui est autour de ça, de vraiment s'assurer qu'on fait évoluer en prenant je dirais, les enseignements à tous les niveaux de ce qui s'est passé et de pouvoir les rendre encore là, je dirais, propres à notre expérience et à notre marque. Donc, c'est ça un petit peu l'évolution aujourd'hui. Puis, il y a d'autres choses aussi qui continuent d'évoluer, notamment, je pense que l'approvisionnement revient, n'est-ce pas, Amélie? On reçoit encore des cartons maintenant, donc il y a tout ce côté-là qui revient un peu plus à la normale. Effectivement, Jocelyn, on disait il y aura plus de changement, il y aura juste des évolutions et c'est pas mal dans l'état d'esprit dans lequel on est aujourd'hui. La réouverture, oui, a été un enjeu clairement parce que les annonces du gouvernement changeaient du jour au lendemain. On ouvre, on n'ouvre pas, on ouvre, on n'ouvre pas. Notre associé qui s'occupe des communications savait plus donner de la tête parce qu'elle devait refaire ses communications 50 fois. Et puis on était beaucoup dans un état d'esprit d'attente. Quand est-ce qu'on attendait qu'on nous donne le go pour pouvoir opérer un changement puis revenir à ce qu'on appelait la normale. Depuis quelques semaines, on a vraiment évolué dans cet état d'esprit et on est vraiment plus parti sur, comme le disait Jocelyn, une évolution. On va garder toutes les bonnes choses qui sont ressorties de cette période du Covid pour faire évoluer notre modèle d'affaires, faire évoluer nos processus de travail et donc continuer toutes les bonnes choses qui ont été faites, puis ensuite revenir également sur le côté physique, boutique physique comme on le souhaitait au départ, mais vraiment avec une évolution ou un côté physique qui est soutenu par le numérique et par la technologie. Le gros enjeu de cette réouverture, encore une fois, c'est vraiment les RH. Nous, on n'est pas dans un cas où on a eu des employés qui ne voulaient pas retourner travailler. On a des employés qui sont passionnés, puis on a vraiment cette chance-là. Ils veulent revenir, mais ils ont peur. Ils ont peur de la façon de gérer les clients. Ils ont peur des frictions, de l'impatience. Ils ont peur des gens qui ne seront pas respectueux des règles de sécurité. Ils ont peur de perdre leurs heures et de perdre en même temps leur PCU. Puis finalement, on se rend compte, on réintègre les employés petit à petit et on se rend compte que les clients sont très collaboratifs, très patients. Même les ados avec lesquels on avait un peu plus peur, mais finalement, ça se passe quand même très bien. Puis également au niveau de l'achalandage, on constate quand même un équilibre entre l'achalandage physique et numérique. On se rend compte que pendant la période du Covid, d'avoir beaucoup axé sur le numérique, on a fait beaucoup d'acquisitions de clientèle, même de clientèle qui était proche, puis qui aurait dû nous connaître parce que on considérait être très connu sur Montréal, puis on s'est rendu compte que plein de gens de Montréal, même de Montréal, ne nous connaissaient pas. Donc grâce au numérique, on a fait beaucoup d'acquisitions. Donc on va en fait garder cette espèce d'équilibre, comme dit Jocelyn, il y a des gens qui restent en numérique, des gens qui reviennent. Donc on a un petit peu un modèle d'affaires qui a évolué pour être plus équilibré entre le numérique et le physique. Donc on refait on va bientôt pouvoir recommencer des activités présentielles, des camps de jour pour les enfants, etc. La lecture sur place, on espère bientôt, mais également toutes les Facebook Live qu'on avait organisées qui clairement les clients nous ont donné beaucoup de retours là-dessus, puis il y en a certains, c'est ça qui les a aidés à passer la crise, c'était leur seul moment social de la journée, donc clairement c'est des choses qui vont rester. Les cours en ligne sont encore très très demandés, même si les cours en présentiel vont continuer. Donc c'est ça, le modèle d'affaires évolue pour être plus balancé. Et puis, il ne faut pas oublier aussi la grande première qu'on a fait cette semaine. Là. Je veux dire, ça a été aussi un événement numérique qui a été amené par la situation. Le lancement dédicace virtuelle avec l'auteur qui était présente et on a pu faire une petite conférence et tout ça. Donc, ça a été aussi un événement, je dirais, qu'on n'aurait jamais fait sans cette situation-là. Non, tout à fait. Une dédicace par essence, c'est présentiel puisqu'on veut rencontrer l'auteur. Puis là, les gens ont pu avoir, donc, dans cette dédicace 100% virtuelle qui était une première au Québec, ont pu avoir un accès privilégié avec l'auteur. Donc c'était une première.
Exact. Super, super inspirant et ça fait vraiment le pont avec l'échange que je vais avoir avec Sébastien parce que ce que je me rends compte, c'est que finalement, il n'est pas trop tard. Il y a plein de trucs que vous avez mis en place dès le début. Là, vous avez été des speedy dans vos solutions. Mais ce que j'entends, c'est qu'il y a encore des solutions à mettre en place. Il y a encore des solutions que vous avez mis en place qui perdurent. Et c'est là où moi, je voulais aller chercher un pouls de la part d'un des organismes quand même centraux à Montréal pour l'accompagnement aux entrepreneurs qui est PME Montréal. Et puis, Sébastien va nous en dire davantage, mais ce qu'on veut aller comprendre, c'est quelles sont les aides, financements, subventions, accompagnement professionnel, disons, pour aider les commerçants qui sont encore dans ce bouleversement, qui sont encore à prendre des nouvelles mesures et puis qui ont besoin d'un peu d'aide. Donc, peut-être Sébastien, encore merci d'avoir répondu à l'appel et peut-être tu peux commencer rapidement par nous introduire PME Montréal pour ceux qui ne connaîtraient pas l'organisme. Oui, bien sûr. Merci Coralie pour l'invitation et bravo Taku pour cette belle résilience et tous ces beaux projets. Je vais vous voler l'écran pendant quelques secondes juste pour vous montrer, alors ma présentation. Est-ce que vous voyez? Pas encore. Pas encore. Ça Instants. sent bien. Hop. Partager. Voilà, parfait. Ok, parfait. Donc, je ne vais pas vous faire une très longue présentation, c'est juste quelques... Je suis quelqu'un de visuel, donc c'est un peu plus sympathique de voir quelques chiffres. En fait, PME Montréal, c'est un organisme de développement économique de la ville de Montréal, donc on dépend directement de la ville. C'est 140 experts qui sont disponibles sur toute l'île, donc que ce soit les arrondissements de la ville de Montréal et les villes liées. Et on est répartis en 6 pôles de services. Donc là, vous devez voir la carte. Moi, je travaille pour Centre-Ouest, donc essentiellement l'arrondissement Saint-Laurent, Annecy et Ville-Mont-Royal. Mais toute l'île est couverte par PME Montréal. Et en fait, nos services, il y a vraiment des services de prêt, de subvention et de montage financier, donc tout un volet financement. On a un volet accompagnement qui est vraiment important, de services conseils, d'activités de réseautage. Et après, on est vraiment un pont vers la formation en mettant des ateliers d'information à disposition et vraiment un lien avec l'école des entrepreneurs du Québec. On a des expertises en plus dans le réseau qui sont vraiment très très niches, donc commercialisation des innovations, tout ce qui va concerner le commerce de détail, l'économie sociale, développement durable et industriel. Là, ça concerne un peu moins le commerce de détail et aussi le développement des marchés hors Québec, qui peut être intéressant pour le commerce de détail parce qu'il y a de plus en plus de commerçants qui sont sur Etsy, qui sont sur des marketplaces comme Wayfair, etc. et qui se développent à l'international. Donc, c'est vraiment des expertises qui peuvent venir chercher dans le réseau PME Montréal. Et pour vous donner quelques chiffres, en 2019, on a prêté plus de 15 millions de dollars et en subvention, plus de 3 millions de dollars. Donc, on est plus de 3000 entreprises et financé 300 entreprises. Donc, c'est vraiment un organisme assez central dans... vous me revoyez pas encore, mais ça va pas tarder. Voilà. C'est un organisme vraiment central dans le développement économique de l'île de Montréal. Ok. On voit pas. Je vois que tu as remis ta caméra, Sébastien, mais moi, je te vois en noir encore pour le moment. Peut-être Et refaire là, un test. ouais. Puis, concernant vraiment la situation actuelle Covid, est-ce qu'il y a des aides plus particulières, plus spécifiques à la situation et encore plus spécifiquement pour les commerçants? Parce que toi, je pense que tu ne t'occupes que des commerces de détail. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement à la fois PME Montréal et puis peut-être même d'ouvrir les autres possibilités avec les différents paliers gouvernementaux? Et on entend beaucoup d'aides, mais ce n'est pas évident de s'y retrouver. Est-ce que vous guidez les entrepreneurs et puis à quoi ils ont accès en ce moment pour la relance finalement? Eh ben, déjà, en fait, PME Montréal a tout de suite,
habituellement, on rencontre les entrepreneurs. Moi, je rencontre 15 entrepreneurs par semaine dans leur commerce. Alors, c'est sûr qu'au début de la crise, ça a été vraiment plus compliqué de pouvoir se déplacer, mais l'idée, on est resté disponible pour tous les entrepreneurs. La première action qu'on a fait, c'est de mettre un moratoire sur tous les prêts qui avaient été consentis par PME Montréal. Donc, c'est-à-dire que pendant 6 mois, les entrepreneurs ne payent plus ni d'intérêt ni de capital. Donc, ça, c'était déjà une façon d'alléger les charges tout de suite pour les entrepreneurs. Et en plus, ces intérêts n'étaient pas capitalisés. C'est-à-dire qu'en général, lorsqu'on fait un moratoire sur un prêt, c'est-à-dire que on paye rien, mais les intérêts, il va falloir quand même les payer à un moment, et puis en plus, ils vont être capitalisés, donc ça coûte plus cher. Là, l'idée, c'est que les intérêts ont été couverts par la ville, donc ça permet vraiment d'enlever un poids et que ce décalage n'affecte pas la trésorerie de l'entreprise dans le futur. Et puis, en fait, surtout, on a mis en place des programmes de subventions et des fonds qui sont disponibles. Donc, parce que PME Montréal est en fait la courroie de transmission du fédéral, du provincial et de la ville, ce qui permet en fait à tous les paliers gouvernementaux de pouvoir mettre à disposition des fonds qui vont être distribués par PME Montréal. Donc, je crois que j'avais une petite slide, si ça vous intéresse, sur l'écosystème qui pourrait vous montrer tout ce qui peut être fait pour aider les entrepreneurs. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Dans l'écosystème du commerce, en fait, la première lien et la première réflexion qu'il faut avoir, c'est avec son locataire. On s'en est rendu compte, le plus gros problème en ce moment pour les commerces, c'est de payer leur loyer. Donc, vous allez me dire que locataire, ça dépend vraiment sur qui on tombe, et en effet, ça dépend vraiment du locataire qu'on va avoir. Mais il y a beaucoup de commerces qui ont réussi à négocier quelque chose avec leurs propriétaires, que ça soit décalage des loyers, du paiement des loyers dans le temps, une baisse du loyer pour quelques semaines, qui est de demander aux propriétaires de faire un effort et de se mettre en lien avec le fédéral pour avoir le prêt du fédéral sur les loyers. Donc, il y a vraiment des choses à faire, et en général, le canal de communication entre un commerce et son locataire est peu existant, le canal de communication. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut travailler, et parce que c'est vraiment un partenaire de premier plan pour le commerce. Après, il y a tout ce qui est financement, donc les banques, que ce soit les banques à charte ou les caisses des jardins, mais également PME Montréal avec des fonds et des subventions, et tous les autres organismes qui peuvent être Femmes et Sort, qui peuvent être également beaucoup d'organismes au sein de Montréal qui vont aider des niches et des communautés. Ce qu'il ne faut pas oublier dans l'écosystème des commerces, c'est toute la partie SDC, donc les sociétés de commerçants, et aussi les associations de commerçants, qui sont vraiment une courroie de transmission extrêmement importante en termes de communication et aussi en termes de services. Les SDC apportent énormément de services, que ce soit là, pendant la crise, ils avaient mis en place pour beaucoup de SDC des systèmes de livraison à vélo. Ils travaillent sur la distanciation sociale, sur certaines artères commerciales. Ils ont réussi à se mettre d'accord pour permettre la piétonisation, que ce soit sur Mont-Royal, mais aussi sur Fleury. L'idée, c'est de permettre à ce que la rue devienne une immense terrasse, et permettre d'avoir une belle distanciation, que les gens puissent marcher. Donc, c'est vraiment agréable, surtout pour les arrondissements centraux. Et donc, les SDC sont vraiment très, très importantes dans l'écosystème du commerce. Il y a tout l'écosystème de formation, que ce soit l'école des entrepreneurs, mais aussi les cégeps. Les cégeps, on les oublie souvent, mais ils proposent beaucoup de formations gratuites ou très peu chères. Et donc, c'est vraiment une façon de pouvoir se former à moindre coût, et ils ont des horaires souvent de soir, donc qui permet à des entrepreneurs de pouvoir suivre une formation. Et après, comme acteur important de l'écosystème, il y a la ville de Montréal. Donc, que ce soit les services de développement économique, il y a un service de développement économique
au central, donc c'est-à-dire à la ville, mais également dans chaque arrondissement. Donc, il y a des personnes qui sont dédiées au commerce et qui sont là pour aider le commerce. Et aussi tous les services d'urbanisme. Ben là, là, c'est un peu plus pour la paperasse, mais pour les demandes de permis, permis de terrasse, etc. Et il y a une direction qui s'appelle le MAPAC à l'extérieur, à l'extérieur de Montréal, mais qui est en fait la direction des aliments à Montréal et qui n'a pas que un volet répressif sur la partie hygiène et salubrité, mais qui est vraiment aussi un organisme de conseil qui, pour beaucoup d'entreprises qui se sont dit, bon, ben, on va faire de la vente emportée, on va faire des nouvelles choses dans notre plan d'affaires. Direction des aliments peut vraiment être d'une bonne aide pour partir du bon pied. Et enfin, il y a toutes les associations sectorielles. Par exemple, M-Mode pour les entreprises sur la mode et l'habillement. Il va y avoir l'Association des restaurateurs du Québec, il va y avoir l'Association des bars du Québec, etc., etc. Donc, il y a à chaque fois une association sectorielle qui est vraiment un acteur de lobbying et qui aide beaucoup chacun des entrepreneurs pour passer dans cette période un peu difficile. Et puis, en fait, l'acteur, pour moi, qui est principal, mais je vous le mets en dernier, dans l'écosystème de commerce, c'est d'abord les clients des entrepreneurs qui sont en fait vraiment qui sont pour beaucoup extrêmement fidèles à leur commerce de quartier, qui sont aussi une bonne façon de pouvoir, qui sont un lien de communication, qui peuvent porter la bonne parole de ce commerçant et qui en plus vraiment a un impact important en venant dans le commerce. Donc c'est vrai qu'il faut jamais oublier que c'est le client qui est là pour notre commerce. Effectivement, c'est important de le nommer, puis on pourrait l'oublier quand on parle d'écosystème, puis de tout ce qui entoure l'entreprise et le commerce détail. Le client finalement reste au centre des alliés du commerce lui-même. Souvent, ils veulent autant presque parfois que le propriétaire d'entreprise, que le commerce survive, passe au travers et soit encore là dans les années et les mois suivants. Merci beaucoup Sébastien pour le topo que tu nous as fait. C'est sûr que ça reste un survol. Évidemment, si vous êtes des commerçants de détail, moi, je vous invite à contacter le bureau PME Montréal qui est lié à votre arrondissement. Vous avez vu, il y en a 6 et c'est sûr que dans une rencontre comme ce matin, on ne peut pas aller dans chaque cas de figure détaillé. Il y a beaucoup d'aides en ce moment et encore les 3 paliers sont impliqués, fédéral, provincial, municipal. Donc, c'est sûr que ce n'est pas évident de retracer qu'est-ce qui est disponible spécifiquement pour vous aujourd'hui, mais il y a beaucoup d'aides, il y a des subventions, il y a des prêts. Donc, je crois que les librairies Otaku nous ont montré qu'il y avait beaucoup d'opportunités à rebondir et à essayer de s'en sortir du mieux possible avec la situation, mais ce n'est pas forcément sans l'aide financière ou des professionnels qui entourent l'écosystème. Alors, allez vous renseigner, prenez les coordonnées de Sébastien. Je suis sûre que ça lui fera plaisir de vous orienter et puis de répondre à vos questions plus spécifiques. Pour clôturer, puis en parlant de questions, j'ouvrirai la parole s'il y en a d'entre vous qui ont des questions plus d'ordre général sur ce qui a été dit et sur l'exemple des librairies Otaku ou sur le commerce des détails en général pour Sébastien. Ça pourrait être le moment. Je pense qu'on a été assez exhaustif dans nos détails de la situation. On a parlé beaucoup, mais c'était très intéressant. Mais n'hésitez pas à poser des questions s'il en reste malgré tout. Moi, j'ai peut-être une question justement pour Sébastien. On a parlé beaucoup de nous qui avons changé un petit peu notre modèle et puis fait évoluer, puis il y a des choses qui vont continuer d'évoluer. Mais est-ce que PME aussi, dans ce contexte-là, va se retrouver avec vraiment un changement de ces pratiques? Et est-ce qu'il y a des choses en tant que commerçant que nous, on devrait peut-être savoir sur l'évolution ou sur différents changements qui ont été amenés par la situation ou qui vont arriver par la suite? Déjà,
ce qui a été mis en place par PME Montréal, c'est déjà vraiment simplifier les procédures au maximum. Donc, on est vraiment passé à la signature électronique, au minimum de déplacement. Donc, on peut tout faire à distance maintenant, alors que ce n'était pas le cas précédemment. Et puis surtout, que ce soit la ville ou le provincial, nous a équipés avec des outils qui permettent de pouvoir travailler sur de l'urgence. C'est-à-dire précédemment, on avait des outils financiers qui pouvaient aider uniquement les entrepreneurs qui avaient des projets et donc qui étaient en process de croissance ou d'investissement. Là, aujourd'hui, avec les outils, donc par exemple, on a une subvention qui s'appelle un fonds de consolidation qui a été mis en place par la ville de 2 millions de dollars. Ce fonds-là permet vraiment de pouvoir aider au redémarrage des entreprises. Donc, c'est une subvention qui va monter jusqu'à 10 000 dollars pour un projet. Et l'idée, c'est de pouvoir aider le commerçant de manière vraiment là tout de suite pour pouvoir l'aider pour son redémarrage, que ce soit pour s'il a un projet, par exemple, de digitalisation, s'il veut mettre en place un site web, ou s'il veut restocker ou mettre en place tout le système de distanciation sociale. Donc ça, ce sont vraiment des investissements qui sont obligatoires en ce moment et qui peuvent être subventionnés, sponsorisés par PME Montréal et par la ville. Et Marc aussi a une question pour toi, Sébastien. En fonction de quoi PME Montréal fait un financement ou un prêt à une PME? En d'autres termes, je pense quels sont les critères? Est-ce qu'il y en a des génériques qu'on pourrait nommer là? Et puis après, Marc, peut-être tu pourras aussi contacter directement Sébastien. En général, le critère principal, c'est qu'il faut que l'entreprise soit profitable avant la crise. Donc, si l'entreprise était profitable avant la crise, l'entreprise se qualifie pour nos prêts et nos financements. Une entreprise qui était en faillite ou en pré-faillite, en effet, on va pas la financer tout simplement parce que c'est de l'argent public et on essaye au maximum d'investir au mieux cet argent public. Parfait. Je pense que ça clôture. Je refais le tour. Je vois s'il y a d'autres questions. Marc dit merci pour la réponse. Dans ce cas-là, ça m'amène un petit peu à la dernière partie de la rencontre. Et puis, on va être presque dans les temps. Excusez-moi pour le petit dépassement. Donc, encore une fois, merci à tous les trois d'avoir pris de votre temps, d'avoir pu partager. Je pense que ça peut être inspirant et utile pour beaucoup de commerçants qui étaient soit présents avec nous ce matin, soit qui vont pouvoir revoir cette vidéo dans les prochains jours. Évidemment, Agoralliance, pour en toucher un mot, incubateur des entrepreneurs venus d'ailleurs. Donc, son rôle en ce moment, dans la situation qu'on connaît, c'est surtout de mettre en place des programmes pivots, donc pour justement accompagner les entreprises qui ne seraient pas forcément outillées pour faire ces pivots, pour faire ces révolutions d'affaires, que ce soit sur le modèle d'affaires, sur les modèles opérationnels, sur les questions financières. Agoralliance met beaucoup d'efforts en ce moment à accompagner des entreprises, soit toutes jeunes en démarrage ou soit déjà établies, à s'adapter finalement. Et à trouver les bonnes ressources et à les aiguiller vers les ressources déjà disponibles, notamment PME Montréal. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire. Tous les contacts sont disponibles sur agoralliance.com. Alors, encore une fois, merci à tous d'avoir participé. Ça nous fera plaisir de poursuivre l'échange par la suite. N'hésitez pas à nous contacter pour plus de questions. Et je pense que ça clôture notre webinaire de ce matin. Merci à tous. Bonne journée. Merci. Merci.